Alain Delon ou la beauté. Sauvage, inquiète. Arrogante, inaccessible. Sûre d'elle-même. Une beauté presque féminine à ses débuts. Qui fascine sur les écrans, mais qui est aussi une blessure secrète. Je me trouvais personnellement fadasse, c'est-à-dire mièvre, jeune. Je me trouvais pas assez physiquement viril. On dirait aujourd'hui trop minet, on dirait trop... Devenir un homme, avoir la carrure, la stature d'un homme. C'est son désir, son exigence. Avoir la force, la vigueur, le caractère d'un homme. Une réalité bientôt qu'il vérifie. Valide. Cet homme-là chavire les cœurs. Les grandes amours s'offrent à lui. Avec Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille d'Arc. Il tient le cœur des foules aussi. À Cannes, l'acteur est aimé, adulé, vénéré. Et pourtant, il est seul. Totalement seul depuis toujours. La solitude, c'est pas une tare pour moi, parce que j'aime ça. Je m'y suis fait très jeune, très tôt. La solitude, c'est pas le phénomène de l'acteur Alain Delon. C'est pas du tout. Elle vient d'avant, vous l'avez compris. Elle vient de la petite enfance, des larmes de la petite enfance, comme disait Pascal Chartin. Et donc, elle m'a suivi toute ma vie, mais elle fait partie de ma vie. Je veux dire, je vis bien avec. Et lorsque je ne l'ai plus, quelque part, j'en ai besoin. Depuis 3 générations, Alain Delon est une icône, une star. On croit le connaître, mais que sait-on vraiment de lui? L'acteur s'est exprimé parfois, mais aucune vraie biographie n'a été publiée. Ce portrait est une première. Alain Delon, entre clarté et mystère. Alain naît au milieu des années 30. Il est la passion de sa mère. Édith Delon est folle de ce fils qui lui ressemble trait pour trait. Leur amour se vit à Sceaux, à 12 km de Paris, dans un décor de province. Les allées du château. Mais cette promenade rituelle des familles lui sera bientôt interdite. Alain n'a pas 4 ans quand ses parents divorcent. Jamais il ne les a vus s'aimer. Il vit une détresse qui prélude à une enfance solitaire. Son père a toujours cédé à Édith, qui obtient la garde d'Alain. Il disparaîtra plusieurs années. La place du père pour Alain restera vide. Édith se remarie et s'engage tout entière dans sa nouvelle vie. Elle confie son fils à une nourrice. C'est ce qu'on appelle un peu sa deuxième maman. J'ai beaucoup souffert le jour où elle m'a quitté, où elle a quitté ce monde. Et je m'en souviens malheureusement que très vaguement, dans ce sens que j'ai le souvenir d'une très vieille femme, d'une très vieille dame, mais évidemment à 3 ans, qui n'est pas vieux, à nos yeux, aux yeux d'un enfant. Je me souviens d'une très belle tête avec des cheveux bouclés, très blancs. Et une très belle bouche avec un large sourire et des yeux qui contrastaient avec cette bouche, puisque des très grands yeux toujours très tristes. Elle s'appelait Madame Nero et je la regrette beaucoup. À 4 ans, un petit garçon a soif d'explorer le monde. Celui d'Alain se partage entre la ville et la campagne, dominée par la prison de Fresnes. J'ai fait ma première communion à Fresnes, ma communion privée à Fresnes. J'ai passé une partie de ma jeunesse dans l'enceinte de la prison de Fresnes, que je connais très bien puisque j'habitais à côté.
Monsieur Nero est gardien de prison. Les visiteurs rentrent et sortent. Alain reste quand les portes se referment. Il est là quand chacun est parti. Il vit derrière les hauts murs. Et donc j'ai passé toute ma petite enfance dans la cour de la prison de Fresnes avec les enfants des gardiens de prison. Ça, c'est pas des images, mais c'est du sonore, si vous voulez, qui me reste de cette époque, de mon époque cour de prison de Fresnes. Huit ans. Il n'a plus l'âge de vivre chez sa nourrice et découvre qu'il n'y a pas de foyer pour lui. C'est un garçon qui encombre. Ma mère avait de son côté refait sa vie et épousé un homme, mon beau-père, qui était charcutier à Bourg-la-Reine et a eu d'autres enfants. Mon père, de son côté, avait refait sa vie et a eu aussi deux enfants qui sont mes demi-frères, donc. Et moi, parfait enfant de l'amour, j'étais un petit peu perdu au milieu de tout ça. Et je me suis retrouvé, vers l'âge de 8 ans, en pension. Il pénètre dans une autre prison, celle de 6 pensionnats successifs. Les bénédictins, les jésuites, les franciscains, à 30 km des siens parfois. J'ai passé pratiquement toute mon enfance de 8 à 14 ans en pension. Dans différentes pensions d'ailleurs, puisque j'étais régulièrement viré de l'une pour une autre, parce que j'étais parfaitement insupportable et terrible. Pour exister, Alain sème le désordre. Sans cesse, il est le fauteur de troubles. Souvent le dimanche, l'enfant terrible est consigné. Il reste 3 mois parfois sans revoir sa famille. Derrière les hauts murs, il poursuit sa vie solitaire. C'est une vie de nomade, de pension en pension, sans amis. De cette longue nuit, Alain sort au bout de 6 ans, renvoyé une nouvelle fois. 14 ans, Alain arrête les études. Il est temps pour lui d'être utile. La famille lui ménage une place à Bourg-la-Reine. Après, je suis arrivé chez ma mère et mon beau-père qui avaient ce commerce à Bourg-la-Reine de charcutier et j'ai brillamment passé mes études de charcutier. Il faut préparer le boudin, les tripes, les terrines. Très vite, Alain possède les gestes. Si vous aviez un fusil, un couteau, par exemple, je suis très très habile et puis je découpe toujours très bien, je désosse. Je désossais. Il obtient son CAP. Son avenir est tout tracé. La charcuterie Boulogne est un grand commerce qui compte 16 employés. Alain entend prendre la succession de son beau-père. Il aura la vie d'un maître charcutier. C'est un gars de Bourg-la-Reine, un petit monde clos, un village de banlieue, mais très loin de Paris en 1950. On parlait pas politique. Mon beau-père jamais, ma mère non plus. Et la culture? Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Non, j'en ai pas souvenir du tout. Absolument pas. La vraie passion d'Alain, c'est le sport. Il est fou de vélo et s'inscrit au club de l'US Métro. J'ai rêvé devant un vélo pendant longtemps dans la vitrine d'un magasin à côté de chez moi. Je me souviens, c'était même 11 000 francs le vélo. Je dis jamais, avec un double plateau, j'aurais jamais un vélo comme ça. Je rêvais de ça, mais voiture, non. Je pensais même pas avoir une voiture dans ma vie. Non, pas du tout. 17 ans, il s'engage dans l'armée pour vivre une autre vie, par goût du risque, de l'argent aussi. Je m'en souviens très bien, la prime d'engagement, c'était beaucoup, 1520 francs en 1952. Vous savez, 152 000 anciens francs à l'époque. De prime d'engagement, c'était très important. Alain choisit l'aviation, mais il faut attendre 6 mois. Il est trop impatient de partir, alors il opte pour la marine. J'avais envie de liberté. Enfin, quand je dis liberté, ça veut dire j'avais envie de partir de chez moi, j'avais envie de m'évader, j'avais envie de vivre une autre vie, une vie du moins différente de celle que
que je vivais à l'époque, et c'était aussi l'inconnu, je veux dire. Dans la marine, il choisit d'être radio. Il est affecté à la base de Toulon. Il suit d'abord une formation dans l'école militaire. J'avais un très grand copain dans l'armée, Palot, un fou de tout ce qui était radio. Et il avait envie de monter un poste. Et un jour, à une base de Toulon, nous avons volé du matériel radio pour se faire des petits postes. On s'est fait prendre, il a été cassé, j'ai été cassé, c'était la première. On lui offre le choix. Il doit quitter l'armée ou bien partir pour la guerre d'Indochine. Il veut partir, mais il est mineur. Sa famille doit trancher. Mon départ a nécessité l'autorisation de mes parents, et cette autorisation est arrivée, voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors sur le moment, je souhaitais, évidemment, cette autorisation, je la souhaitais, je la désirais, je la voulais, ce qui est tout à fait normal, puisque je voulais foutre le camp. Mais après, à la réflexion, bien que je ne regrette pas le séjour que j'ai fait dans l'armée, j'ai pris conscience quand même de cette forme de libération, entre guillemets. C'est aussi une des raisons d'une certaine rupture que j'ai eue avec mes parents. Il part pour la guerre, au casse-pipe, mais avec des copains, dans un groupe où pour la première fois il a sa place. À l'armée, Alain a trouvé une famille. C'était une aventure, et c'était une aventure sans réflexion. On était tellement jeunes, on était tellement inconscients de ce qu'on était, de ce qu'on faisait là. On le faisait simplement presque par audace, par défi, par plaisir, par tout ce qu'on veut, mais sauf sans aucune autre raison idéologique ou nationaliste ou quoi que ce soit. Absolument pas. Absolument, on s'en foutait complètement. La traversée dure un mois, avec le rêve d'un infini, du bout du monde. Et puis c'est la réalité. Les Français sont en train de perdre cette guerre coloniale. Le 7 mai 54, Dien Bien Phu est tombé, pris par les forces du Viet Minh. C'est une drôle de guerre, l'incertitude des soldats au service d'une cause perdue. À Saïgon, Alain connaît les derniers mois de la vie coloniale. Les parties de poker du quartier chinois, la rue Katina, les filles du parc aux Biches, mais aussi la nostalgie de la France qu'il retrouve au cinéma. J'ai été voir rue Katina à Saïgon, touché Paul Grisby, avec Gabin. Pour moi, c'était... D'abord, je ne savais pas que j'allais devenir acteur, je savais encore moins que j'allais rencontrer Gabin, encore moins que j'allais donner la réplique à Gabin, bien sûr. Grand souvenir. Et puis c'est la prison militaire. Pour faire la fête, Alain a volé une Jeep de l'armée et il est tombé dans une rivière. Il est mis aux arrêts. C'est là qu'il fêtera ses 20 ans, seul. Quand il sort, la guerre n'est pas finie. Sur une péniche de débarquement, Alain doit patrouiller sur les petites rivières, à la merci du feu ennemi. Nous avions tous très peur, sans le dire, sans l'avouer, parce qu'on ne savait pas, on risquait de se faire allumer. C'est pas toujours très agréable de penser à cela. Et à un moment donné, un de mes camarades, un des 40, je ne sais plus lequel, ça n'a aucune importance, s'est mis à claquer des dents. Et croyez-moi, ça fait beaucoup de bruit, quelqu'un qui claque des dents dans cette situation-là, dans ces circonstances-là. C'est vraiment claquer des dents, c'est comme ça. Et en l'espace de 2-3 secondes, ça a été repris par les 40 que nous étions, dont moi. Et je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux que cela, mais c'est très impressionnant et très effrayant. Quelques mois plus tard, Alain est exclu de l'armée. Le voleur de Jeep est RDSF, renvoyé dans ses foyers.
1956, le voici à Paris. Il a 20 ans, il est au pied du mur. Que faire? Il n'a pas de projet, sinon de vivre libre, enfin. J'avais rompu tous les liens avec ma famille, je suis rentré seul à Paris, et là, pour la première fois, j'ai découvert Paris, et je suis devenu parisien, et seul, en 56. Boulevard Rochechouart, à l'hôtel Regina, il partage une chambre avec un copain de l'armée. Il n'a pas un sou, mais celles qui vendent leur charme ne résistent pas à son physique. Dans la rue, dans les bars. Comme j'étais pas trop mal de ma personne et assez jeune, j'ai attiré tout un tas de jeunes dames du coin qui étaient désireuses de m'aider, y compris à vivre et à manger, ce qui n'était pas tout à fait déplaisant quand on a 21 ans. Je me suis laissé aller. C'est le temps des petits boulots. La nuit, il est débardeur aux halles. Jusqu'au matin, il porte des cajots. Sur les Champs-Élysées, il est garçon de café au Colisée. 1 mois seulement. Il ne supporte pas la hiérarchie, il jette sa veste blanche. C'est la vie au jour le jour. Il est libre, mais seul, avide d'aventure, d'explorer cette autre jungle, Paris. Un copain m'avait dit « Oh, ce soir, pourquoi on n'irait pas boire un pot à Saint-Germain-des-Prés ?» Et moi, je lui avais dit que Saint-Germain-des-Prés, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on était à Pigalle, et je ne savais pas qu'il y avait un quartier qui s'appelait Saint-Germain-des-Prés à Paris. Je n'en ai aucune idée. Mais c'était presque aller dans une autre ville. Un autre monde, les bars de la rue Saint-Benoît. Le fiacre, l'aquavite. Partout, les têtes se tournent. Sa gueule d'ange est le sésame. Elle chavire les cœurs, lui ouvre tous les possibles. C'est là que j'ai compris que les chances au départ n'étaient pas les mêmes pour tout le monde et qu'un physique, ça comptait quand même beaucoup. Et que le fait d'être comme ça ou comme ça avait aussi une grande importance et une grande incidence dans la vie. Parce que tout ce que je suis au départ, je le suis quand même, et ça m'a suivi toute ma vie pour et à cause des femmes. Alain se découvre tous les culots. Celui au Club Saint-Germain de draguer une actrice en vogue. Brigitte Aubert, l'héroïne des Rendez-vous de juillet, des aristocrates, qui a tourné avec Hitchcock. Elle a 28 ans, il en a 21. Ils vivent ensemble. Je suis tombé amoureux de Brigitte, et je crois réciproquement, et j'étais d'abord assez stupéfait, si vous voulez, d'être l'objet du désir d'une vedette de cinéma. Hein. Bon, moi, j'étais pas préparé. James Dean est mort. Et sur la côte d'Azur où il descend avec Brigitte, Alain reprend le flambeau, celui de la vie intense. Il hante les boîtes de nuit. Le voici à Cannes, pour la fête. Pour vivre enfin son adolescence, pas pour le cinéma. J'ai jamais su pratiquement jusqu'au jour où j'ai débuté que je deviendrais acteur ou que je rentrerais dans le cinéma. J'ai jamais su. J'en ai jamais eu la pensée ni l'idée. Et puis ça m'a même pas effleuré l'esprit. D'abord parce que j'étais dans un autre contexte, dans un autre milieu, à très très loin de tout cela, et que j'avais pas non plus de raison d'y penser. Le destin prend le visage d'une femme, plus âgée encore, Michel Cordoue, sa nouvelle maîtresse. Michel est l'épouse d'Yves Allégret, qui prépare un film au titre prédestiné, Quand la femme s'en mêle. Elle sait convaincre son mari. Il doit rencontrer ce jeune homme qui lui a fait la meilleure impression. Yves était justement en train de chercher l'acteur pour un des rôles principaux du film, qui était un jeune garçon de 20 ans, un peu voyou sur les bords, et en dehors des bords aussi. Et on m'a présenté à Yves, et Yves m'a dit, m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et aussitôt après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche, et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose? Et moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, comment non? Je lui ai dit non, parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis, je suis très bien comme je suis. Les photos d'Alain sont éloquentes. Les producteurs enthousiastes, Yves Allégret insiste. Et je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir.
Parce que je voyais cet homme qui avait tellement envie que je fasse son rôle, tellement envie que je fasse son film, et moi qui ne voulais pas, je lui ai écouté vraiment, je le fais pour vous faire plaisir. Et j'ai commencé comme ça. Bah mon vieux, C'est comme ça. chaud, faut être sérieux, il y a du monde. Plutôt, mais je les emmerde. Vous croyez que ça peut aller aussi vite que ça? Quoi? L'amour? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, je sens que c'est plus la même chose. Quoi? Les choses. Et les petites gonzesses, tu sais, d'habitude, je me méfie. Il leur faut de la salade. Moi, je suis pas champion. Causer, c'est pas mon fort. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire, alors? Allez, il faut qu'on roule, je vais les bloquer. Candide et voyou, ce gamin désarmant n'est pas un personnage de fiction. C'est Alain Delon, tel qu'il est, à 21 ans. Je suis entré dans ce métier, si vous voulez, en me sentant immédiatement comme un poisson dans l'eau. Quand on disait moteur, qui m'avait dit tu fais ça, je trouvais ça tellement normal, je faisais ça tellement comme tous les jours, que j'avais pas l'impression de tourner un film, de jouer. Je ne jouais pas puisque je vivais. Sur le tournage, une autre femme est tombée sous le charme du gamin, la vedette du film, Edwige Feuillère. Edwige Feuillère avait un agent qui s'appelait Olga Horstig. Et c'est Edwige Feuillère qui a appelé Olga en lui disant « Olga, il y a un jeune garçon dans mon film, il faut absolument que tu viennes le voir et il faut absolument que tu le prennes dans ton écurie », parce qu'on disait écurie à l'époque. Olga Horstig est l'agent de Brigitte Bardot, Michel Morgan. Mama Olga l'impose aussitôt dans un nouveau film. Aux côtés d'un autre débutant de 24 ans, Jean-Paul Belmondo. C'est leur premier côte à côte, le début d'une longue course qu'ils mèneront ensemble pendant plus de 40 ans. À 22 ans, c'est un deuxième film pour Alain, un deuxième rôle mineur. Mais son physique majeur appelle déjà une autre place. Celle de partenaire de la jeune vedette européenne Romy Schneider, qui l'accueille à Orly. C'est leur première rencontre, une scène pour les photographes organisée par la production. J'ai trouvé le garçon sans intérêt, lui m'a trouvé à vomir, dira Romy, dont le cachet est 20 fois celui d'Alain. Car Romy est une petite reine qui a déjà tourné 13 films et n'a pourtant que 19 ans. Par sa fraîcheur, sa candeur, elle est devenue l'icône d'une jeunesse allemande avide de pureté. En incarnant Élisabeth d'Autriche dans 3 films mythologiques, elle a ressuscité le vieil empire austro-hongrois, abolissant le réel, le traumatisme du Troisième Reich. Issue d'une dynastie de grands acteurs, depuis 5 ans déjà Romy est dans la lumière. Une héritière, une bourgeoise, qui pour le voyou de Bourg-la-Reine est une oie blanche. Elle vient de la classe sociale que je hais le plus au monde, s'écrie-t-il. Au studio, le tournage de Christine est électrique. Elle ne parle pas le français, ni lui un mot d'allemand. Puis vient le temps des extérieurs à Vienne. Oh, une petite goutte de pluie. On dit que les amoureux qui ont reçu une bonne averse quand ils font leur première promenade s'aimeront jusqu'à leur mort. Christine, je vais vous faire une promesse. Une grande promesse. Non. Ne promettez rien. Entre vous et moi, ça durera ce que ça durera. Je vous jure que je ne vous demanderai jamais rien. Oh, ça y est, il pleut. Vous voyez, on s'aimera peut-être toute la vie. Peut-être. Mais il ne faut pas le dire. À demain, Franz. Et d'ici là, ne m'oubliez pas, mon lieutenant. C'est une romance pour de bon, qu'ils vivent au grand jour. Une romance de tournage qui s'achève avec le dernier clap. Alain est reparti pour la France,
Romy regagne l'Allemagne. Mais au dernier moment, elle a changé son billet. Elle ne s'envole pas pour Cologne, mais pour Paris. Amoureuse, elle débarque dans la vie d'Alain, émancipée, armée aussi de tous les courages. Car la beauté d'Alain s'exhibe dans son nouveau film. Le voici consacré sex symbole. Et 3 des plus belles filles du cinéma français se le disputent. Cette fois encore, le titre du film ne ment pas. Au seuil des années 60, Alain Delon. Une beauté neuve, une beauté de cinéma qui efface d'un coup celle des acteurs d'avant. Gérard Philippe, François Perrier, Jean Marais, Daniel Gélin. Une vraie gueule d'ange, le charme d'un petit garçon, irrésistible. La beauté du diable aussi, une grâce juvénile qui masque une violence intérieure. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre mon physique, duquel je n'étais pas responsable, et ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, je trouvais qu'il y avait un décalage entre le soldat que j'avais pu être et le physique que j'avais. Pour montrer sa bravoure, le voici au gala des artistes, assis sur une chaise, en équilibre sur un trapèze, à 8 mètres de haut. Pour ouvrir son cœur, il présente Romy à l'équipe de tournage de son nouveau film. Au studio où il tourne son dernier film, Alain Delon a présenté à ses amis qui ne la connaissaient pas encore la femme qu'il aime. Ces fiançailles ont été un événement du tout cinéma et prouvent assez bien qu'on peut être heureux sans pour autant vivre caché. Les fiançailles ont été officielles, célébrées sur le lac de Lugano, dans la maison des parents, devant la presse européenne. Pour gagner la fille, Alain a vampé la mère, l'intraitable Magda a rendu les armes. Un feuilleton de 4 ans commence, celui des fiancés de l'Europe. La France se réjouit et l'Allemagne s'indigne. Le voyou français a kidnappé le trésor allemand. Ils emménagent près du parc Monceau, avenue de Messine, sa première maison, un hôtel particulier de 3 étages. Qu'il quitte aussitôt pour l'Italie. Alain y tourne son premier grand film. Un film de René Clément, qu'il avait choisi pour le rôle d'un fils de famille. Delon a refusé. Il a voulu l'autre rôle, celui du voyou. Le rôle principal ou rien. Puis René Clément l'a très mal pris en disant mais jeune homme, vous devriez être content de ce qu'on vous donne et accepter, etc. Et je me dis, là, moi je me suis gambergé et je dis bon bah, c'était très bien, c'est terminé, on passe à autre chose, c'est fini, je vais en faire un autre. Et puis d'un seul coup, il y avait dans un fond de la pièce là-bas, il y avait une femme qui écoutait tout ça, qui ne disait rien et qui soudain a dit René chéri, le petit a raison. C'était Madame René Clément. Près de l'auteur de La bataille du rail, Alain accède à un autre monde. Celui d'un grand artisan qui détient les secrets du métier. René Clément a 46 ans, Alain en a 23. Il a trouvé une nouvelle figure de père. Clément me disait, j'aime comme tu bouges, j'aime ta façon d'évoluer. Alors il me donnait un décor et il me disait, voilà, je me raconte l'ensemble de la scène, et puis il me disait, bouge comme tu le sens, va dans le décor, ne t'occupe de rien et je te filmerai, je te suivrai. La star qui naît est d'abord un corps en mouvement. Ce magnétisme animal, Alain l'a toujours possédé. Mais très vite, l'acteur capte aussi par ses yeux bleu acier. Il m'a appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur.
c'est le regard. Pour René et Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Un premier maître respecté, aimé, écouté. En mars 1960, l'hiver n'est pas fini quand sort leur film. Une promesse de rêve, d'évasion pour tous les Parisiens. Sur les Champs-Élysées, la semaine suivante, le rival frappe lui aussi un grand coup. Les deux concurrents s'élancent ensemble. Malgré sa gueule des années 30, c'est Belmondo qui porte le cinéma de son époque, la nouvelle vague, celle des réalisateurs de son âge. L'histoire du cinéma, Alain la rencontre à Milan, dans le regard de Luchino Visconti, la nouvelle figure de son destin. Depuis 3 ans, Visconti cherchait son héros, un acteur aussi doux que violent. Il l'a trouvé. À 23 ans, Alain doit porter un film qui deviendra un classique. Comme j'ai, je crois, cette conscience professionnelle, amener les choses jusqu'au bout, j'ai dit si vraiment je veux avoir l'air d'un vrai boxeur, il faut que je m'entraîne et que je suive l'entraînement d'un vrai boxeur. C'est pour ça, tous les matins, je suis là, 2 heures, 3 heures. Ah, je ne bois plus, je ne fume plus, rien du tout. Ouais. Un boxeur malgré lui qui hait la violence. Rocco est un être déchiré qui combat pour nourrir sa famille. Rocco a gagné son match, mais sa violence le dégoûte. Poussé par Visconti, Alain doit baisser la garde et montrer qu'il a beau être un homme, il sait aussi pleurer. Qu'est-ce qu'il y a, Rocco? Ça va pas? Tu vois, Chiro, c'était facile pour moi, cette victoire. Parce que ce n'était pas lui que j'avais devant moi. C'était comme si je me battais contre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui attirait ma haine. Toute cette haine que j'avais accumulée en moi. Sans le savoir, peut-être. C'est une chose horrible, Chiro. Si tu savais comme c'est horrible. De la haine, toi? Toi qui es la bonté même? Allez, Rocco, tu deviendras un grand champion. Il deviendra un grand champion. J'en suis sûr. Alain incarne un ange de bonté, aspiré par la violence. Il livre dans Rocco une grande création. D'abord, je ne me considère absolument pas comme un acteur. Je pense qu'il faut encore plus de 10 ans pour devenir un acteur. Parce qu'un acteur, c'est de longues années de travail. Et c'est une carrière, dans le fond. Et pour moi, une carrière, ça représente une vie. Le voici juché au-dessus de ses partenaires, Claudia Cardinal et Renato Salvatori. Mais il garde la tête froide. Est-ce que vous pensez que vous êtes un être fort ou un être faible? Un peu les deux, des moments très forts et des moments aussi très faibles. Est-ce que vous êtes influençable? Très influençable, mais je crois seulement par mes amis. Vous pensez que vous avez déjà beaucoup changé depuis le très peu de mois où vous faites du cinéma? J'ai sûrement beaucoup changé, oui. Vous vous reconnaissez dans une glace, enfin moralement? Ben oui, parce que d'abord, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est de toujours pouvoir me regarder dans une glace et de me reconnaître. L'apprenti charcutier côtoie maintenant un grand artiste, un homme de grande culture, l'héritier des ducs de Milan. Une relation intime se noue. Visconti a 30 ans de plus et il est fasciné, subjugué par la beauté d'Alain. Romy se découvre un rival. Alain est sous l'emprise du réalisateur italien. Visconti. Il n'a plus que ce nom à la bouche. Il la presse de le rencontrer. Elle refuse. Il insiste. Méfiante, elle accepte. Visconti l'a conquise, elle aussi. Il offre au couple un vrai défi à Paris, au théâtre, dans une pièce élisabéthaine de John Ford. Avec près de 60 comédiens et figurants, la pièce est l'événement de la saison. Chacun attend au tournant les 2 jeunes stars. 2 parfaits débutants au théâtre. Les voici qui se jettent dans la bataille, rivalisant d'intensité sur la scène. Mais mon frère, pour le présent, que comptes-tu faire pour conjurer les périls qui nous guettent? Pense à quelque moyen d'assurer notre salut.
sûr que les invités sont déjà là. Regarde-moi. Regarde! Regarde-moi. Que vois-tu sur mon visage? L'égarement. Une conscience troublée. La mort. Et une fureur. Révoltée! Au cinéma, je me suis pratiquement senti tout de suite à l'aise. Alors qu'au théâtre, j'ai dû tout apprendre. J'ai dû apprendre à parler, j'ai dû apprendre à me tenir en scène, j'ai dû apprendre à marcher. Et je n'aurais pas pu, je crois, trouver meilleur professeur que Visconti. Est-ce que la perspective du contact avec le public vous a effrayé? Oui, elle m'a beaucoup effrayé, elle m'effraie toujours. Mais je crois que c'est nécessaire. Qu'est-ce qui caractérise particulièrement le personnage de Giovanni? Oh, Giovanni est un très grand amoureux, un passionné, et avec toutes les qualités et les défauts que peut avoir un grand amoureux. Aime-t-il Romy passionnément? Il est là quand elle est hospitalisée d'urgence pour être opérée de l'appendicite. Il la soutient dans cette nouvelle vie en France qu'elle a choisie contre le gré de sa famille. Ce n'était pas le grand amour, mais l'amour de 20 ans, l'amour de jeunesse, dira-t-il plus tard. Quel avenir leur voit-il? Toute une vie ensemble, le mariage bientôt, des enfants? En tournée à travers la France, Romy joue la mouette de Tchekhov. Alain n'est pas là. Elle sait qu'il est à Rome et que devant la caméra d'Antonioni face à Monica Vitti, il doit se mettre à nu, incarner celui qu'elle a connu, l'homme amoureux. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani e dopodomani. E il giorno dopo e l'altro ancora. E quello dopo. E stasera. Alle 8. Solito posto. Mai 1962, l'aéroport de Nice. Alain accueille Romy. Le couple se retrouve pour le festival de Cannes. La vedette maintenant, c'est lui. Lui que Léon Zitrone ne lâche pas d'une semelle. Romy est l'actrice qui l'accompagne. En 3 ans, leurs statuts se sont inversés. Prisonnière de Sissi, Romy a dit non au rôle de Jouvencelle. Elle a joué au théâtre, tandis qu'Alain empoignait sa chance au cinéma, prenant toute la lumière. J'étais là à ne rien faire près d'Alain, c'était bien dur. Lui, un homme près de moi qui m'aidait, qui essayait de me donner confiance. Il était merveilleux. Il m'a dit, bien sûr, il m'a dit, attends, tu n'as pas 80 ans, tu as le temps, attends. C'était très facile à dire, je dis, c'est facile à dire, mais je ne vais plus attendre. Combien de temps je vais attendre pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose, ce que j'ai envie de faire? Et il m'a pas laissé, avec raison. Je ne l'ai pas toujours compris. Et je crois, sans lui, sans quelqu'un que c'était lui pour moi, derrière moi, près de moi, qui m'a dit non, non, non. Et puis là, tu réponds pas, et ça, tu fais pas. Et je ne sais pas si j'aurais résisté. Peut-être j'aurais fait une connerie sans lui. Romy n'est pas dupe. Alain, désormais, n'a plus le temps d'une vie avec elle. Leur couple survit encore, mais sa carrière passe avant tout. Il s'envole, impatient déjà de gravir la nouvelle marche. Alain Delon, la première chose que nos téléspectateurs remarquent en même temps que moi, c'est que vous laissez pousser la barbe. Oui. C'est pour plaire à Romy Schneider qui est à côté de vous, ou c'est pour des besoins? Ça n'est pas pour plaire à Romy Schneider, ça n'est pas pour faire un genre non plus, c'est pour les besoins d'un film, pour les besoins de mon prochain film que je commence dans 8 jours, qui s'appelle Le Guépard, que je vais tourner en Sicile, qui sera dirigé par Luchino Visconti avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Voilà. C'est une grande joie pour vous de retrouver Visconti. Hein? C'est toujours été une grande joie pour moi de le retrouver.
À Palerme, ils se retrouvent pour la 3e fois en 2 ans. Alain est l'acteur fétiche de Visconti. Il est devenu son complice. Dans la vie, il traite d'égal à égal avec Lucchino. Il le rudoie même. Tandis que l'acteur, lui, se laisse modeler par un maniaque du détail. Il était son boxeur. Il est maintenant Tancrède, l'impétueux neveu du prince de Salina. Un rôle qui effraie le voyou de Bourg-la-Reine. Visconti l'a rassuré, il a la noblesse de sa beauté. Lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis, l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui y a pensé avant moi, c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverai à coller avec. Mais déjà au départ, je suis tranquille sur le fait que j'ai été choisi pour ça. Sei in ritardo, ti aspettavo. Buonasera. Sei bellissima. Su, vieni a salutare la principessa. Principessa, permette che le presenti la mia fidanzata, Angelica Sedara. Cara, lascia che ti guardi. Sì, è proprio vero. Sei ancora più bella di quello che dicono. Grazie. Molto bella. Cos'è questa? È la croce di cavaliere della Corona d'Italia. Appunto, qui non basta. Non avevo mai dubitato del tuo buon gusto. Grazie. Mio suocero, principessa. Il cavaliere Don Calogero Sedara. Piacere. Piacere. Palme d'or à Cannes, le film est salué à travers le monde. Alain est une vedette internationale. Il a gagné sa campagne d'Italie. Il a gagné un nouvel apprentissage aussi, en côtoyant pendant 7 mois Burt Lancaster, qu'il appelle le boss. En France, depuis 30 ans, il y a le patron, Jean Gabin. Alain veut lui succéder, gagner la première place. Mais Belmondo a pris une longueur d'avance. Il vient de partager avec Gabin la vedette d'un grand succès d'Henri Verneuil. Voici qu'Henri Verneuil projette un nouveau film avec le patron. C'est la chance à saisir. Un deuxième personnage qui avait presque un rôle à égalité avec Gabin a surgi. Il fallait un garçon ayant du charme, pouvant avoir le côté voyou, le côté violent, et tout cela, Delon, pour nous, était le personnage rêvé. Delon veut le rôle, à tout prix, mais il est trop cher pour la production qui refuse. Alors il tournera gratuitement, avec pour cacher les droits d'exploitation de quelques pays. Banco. J'aurais préféré avec cravate, mais enfin ça ira. Dis donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Moi, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable. Oui, bah, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faves de ton nouveau pédigré. Dis donc, Charles. Oui. Si je comprends bien, tu me mets sur un coup. T'es pas d'accord? Tu crois pas de t'embarquer un peu léger, non? Un an de cellule avec un mec, c'est pas forcément une assurance tout risque. Tu peux te gourer sur moi. Le tandem fait merveille et attire 800 000 spectateurs à Paris. C'est le plus grand succès de l'année. Alain s'installe au premier rang. Il touche au but. À 28 ans, il est une icône populaire. Il est aussi un acteur du cinéma d'art et d'essai. C'est la quadrature du cercle. Un tour de force, de quoi forger une légende. Il est notre premier jeune acteur français, écrit Henri Langlois, le patron de la Cinémathèque, qui lui consacre un hommage. Grand acteur, Alain s'est soumis à la volonté de Visconti.
Il a écouté ses intentions, suivi ses directives. Celle d'Antonioni aussi. Comme celle de René Clément. Il a épousé leurs rêves. Ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez. Et qui se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et ça, j'ai besoin qu'on me tienne, j'ai besoin, je sais pas, c'est comme, pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, c'est vous qui devez commander, c'est pas lui. Dans la vie amoureuse, tenir Alain est plus difficile. Romy n'a jamais voulu le faire. Elle l'a vu peu à peu s'éloigner. Les éternels fiancés ne se marieront pas. Alain en aime une autre. Au bout de 5 ans, il quitte Romy. La rupture prend la forme d'une lettre de 15 pages qui lui a fait remettre alors qu'elle était très loin, aux États-Unis. Je n'ai pas répondu à la lettre, écrira-t-elle. Il n'y avait plus rien à dire. Ajoutant, je ne voudrais pas revivre cela. Je ne pourrais pas le supporter. Il a rencontré Nathalie Canova, une Française de Casablanca, et très vite, c'est à elle qu'il a offert le mariage. Nat! 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 Il est très possessif. C'est-à-dire qu'il aime que les choses soient à lui. À lui et surtout même à ses amitiés. Il ne faut surtout pas y toucher. Quant à sa femme, n'en parlons pas. Enfin. Tu l'aimes beaucoup? Beaucoup, c'est un faible mot. Il a trouvé un autre lui-même. Une ressemblance qui n'est pas seulement physique, elle est celle de 2 âmes sœurs. Un jour, comme ça, je marchais près d'Alain. Et puis, à ma gauche, un charmant garçon, très beau, dans une voiture. Et alors, Alain était devant moi, donc ne me regardait absolument pas. Et puis, je regardais ce garçon en pensant, tiens, et je n'avais pas fini de regarder ce gars, qu'Alain m'a dit, veux-tu que je t'aide? Avant même que je regarde, il avait déjà pensé que j'allais le regarder. Enfin, chose assez extraordinaire. Leur ressemblance a un parfum d'inceste, car en Nathalie, il en retrouve une autre, sa mère. Entre Alain et sa mère, il y a une grande ressemblance physique d'abord qui est étonnante. Moralement, ils ont 2 points communs. À mon avis, c'est le goût du travail et le goût du drame. Sa mère n'est-elle pas la femme de sa vie, la plus dangereuse aussi? Elle l'adore et le dévore, alors il se tient à l'écart. Mais le cordon n'est pas rompu. Il l'aime à travers d'autres femmes. Son amour avec Nathalie, il le vit maintenant en Californie. Alain s'installe en Amérique. Il veut y faire carrière et a signé un contrat de longue durée. Le voici dans sa maison de star sur Beverly Drive, avec son chien Brando. Le bonheur est total quand un fils, Anthony, naît à Los Angeles. Alain a tout pour atteindre son but, être le nouveau Gary Cooper. Il n'a pas 30 ans et de grands rêves plein la tête. J'ai eu des propositions de production et de metteurs en scène qui sont, à mon avis, ce qu'il y a de mieux maintenant en Amérique. Et je vais tourner maintenant avec Ralph Nelson, avec un metteur en scène qui s'appelle Sam Peckinpah, qui nous a donné l'année dernière Coup de feu dans la Sierra. Oui. Et après, un film avec Tony Richardson, qui nous a donné Tom Jones. C'est pas mal, je crois. Il avait gagné sa campagne d'Italie. Sur une plage du Pacifique, le voici lancé dans sa conquête de l'Ouest. Une soif de conquête qu'il affirme à la face du monde lors d'un passage à Mexico. Vous n'avez jamais eu un rêve de vedette, un personnage en particulier? Le seul que je suis, Bonaparte. Le hubiera gustado interpretar Bonaparte, su sueño dorado. Pas Napoléon, Bonaparte. No Napoleón, aclaración, no Napoleón, Bonaparte. L'enchantement se poursuit lors du premier tournage. Delon se sent chez lui. Il aime les professionnels.
s'agit pour lui de faire le poids face à Jack Palance. Mais le film de Ralph Nelson pêche par son scénario. Il tombera vite dans l'oubli. Mêlé au tout Hollywood, Alain se heurte au maquis des studios. Il est le Frenchie récalcitrant, la forte tête qui ignore les règles. Les projets qu'il soutient l'un après l'autre tombent à l'eau. Nathalie et son fils retournent en France. Les Centurions, avec Anthony Quinn, ne le consolent pas des déceptions. Le dernier acte est une parodie de western avec Dean Martin, très loin du grand film espéré. C'est un fiasco, là encore. Déçu par Hollywood, Delon résilie son contrat. Il ne sera jamais Gary Cooper. Le voici de retour en France, après une trop longue absence. Oui, allez-y, parce que nous attendons. Voilà. Oh, la lampe là-bas, oh. On va à la salle de presse. Comment qu'elle est? Il est très très bon de se retrouver chez soi. Ensuite, j'étais ému et je ne cherchais pas à le cacher. J'aurais eu du mal à le dissimuler parce que je ne m'attendais pas à un tel accueil, à une telle réception de la part de vous tous aussi nombreux qui êtes là. Il n'est plus le premier, il le sait. Son rival a pris la place. Belmondo, c'est une grosse vedette française, mais c'est pas une très grosse vedette française. À mon sens, c'est probablement, dans sa génération, la première vedette française. Et c'est aussi une vedette internationale, et surtout depuis la sortie de L'Homme du Rio, qui a été un succès mondial. Et ça, il le sait sûrement. Oui. Sinon, je serais ravi de lui dire. Pour regagner le public, il fait équipe avec Lino Ventura. Mais a-t-il la carrure d'un tel côte à côte? Il relève le défi. Les Aventuriers sont un nouveau brevet de virilité et le deuxième succès de l'année. Delon ressuscite. Apaisé, dans sa maison de Tancroux près de Meaux en Seine-et-Marne, il découvre une autre vie auprès de Nathalie et d'Anthony. Il construit une famille. Pour le garçon qui avait été abandonné, c'est la plus belle des victoires. Et le voici qui s'aventure sur un terrain qui jusqu'ici lui était interdit, le bonheur intime. Avant, rien ne m'effrayait, rien ne pouvait me surprendre, rien ne pouvait m'arriver. Dans le fond, je vivais un peu en égoïste, je vivais pour moi et pour moi seul, et tout m'était égal. Alors que maintenant c'est différent, j'ai un but précis, tout est en fonction de mon foyer, tout est en fonction de ma femme, de mon enfant, tout ce que j'entreprends est en fonction de mon fils. Bien moi, je suis heureux. Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux puisque je suis marié. J'aime une femme. J'aime ma femme, qui est merveilleuse, qui a ses qualités et ses défauts, comme toutes les femmes, et que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer. Et puis j'ai mon fils. Ça, c'est tout. J'espère et je crois qu'il aura plus de chance que j'en ai eu dans un certain ordre d'idées. Je souhaite surtout, avant tout, qu'il ait le plus longtemps possible, du moins jusqu'à ce que ce soit un homme, qu'il devienne un homme. Je souhaite qu'il ait une famille unie et qu'il vive qu'il vive heureux. Ce bonheur, Alain voulait-il vraiment le garder, ou bien malgré lui le risquer, le détruire? 18 mois plus tard, rien ne va plus. Chacun à son tour a porté ses coups de canif à la fidélité. Nathalie veut partir, avoir la garde d'Anthony, qui n'a pas 4 ans. Alain accuse le coup. Je crois qu'on attend toujours de la vie, enfin. Je crois que la plus belle chose que moi, personnellement, j'attends de la vie, c'est une réussite. Pas sur le plan professionnel, mais sur le plan privé. Je crois que c'est la chose la plus difficile à accorder avec mon métier. Et c'est la chose qui me fait le plus peur. Je ne sais pas si je réussirai à l'avoir. Et maintenant, ça marche bien? Quoi donc? Ce plan-là. Ça va, il y a des hauts, des bas, il y a des creux, des vagues. Son fils a l'âge qu'il avait au divorce de ses parents.
il a reproduit son histoire familiale. L'échec est terrible. Sa détresse, il la projette dans son nouveau personnage, Jeff Costello, le solitaire, l'inconsolable qui marche vers sa fin tragique. Le regard doux et meurtrier, opaque, taciturne, professionnel. Le personnage du loup solitaire est installé. Le samouraï, c'est moi, mais de manière inconsciente, dira Alain. Jean-Pierre Melville l'avait deviné. De la solitude d'Alain, il a fait une œuvre mythique. Puis il lui propose un deuxième film, Le Cercle Rouge. Avec Melville, Alain fait une rencontre capitale, car l'homme au chapeau texan partage ses goûts, ceux de la nuit, de l'honneur, du tragique, des hors-la-loi, des valeurs d'homme. Je reviens à De vieilles amours, le film policier, d'aventure, physique, avec des hommes. Il n'y a pas de femmes dans mon film. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne suis pas misogyne, mais en écrivant le scénario, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de place pour les femmes. Alors il n'y en aura pas. Dans ce monde d'hommes, Alain a maintenant sa place naturelle. Melville le proclame. J'ai pas besoin d'avoir tellement de conversations avec les stars. Avec Alain Delon, c'est encore beaucoup plus particulier. Nous avons entre nous une espèce de code secret, de radar. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne suis pas capable de me l'expliquer moi-même. Nos rapports avec Melville sont tels et notre communicabilité sur le plan du travail sur le plateau est tellement forte que tout est d'une facilité déconcertante avec lui. Partez, Alain. Hey, comment c'était? On était beaucoup trop en avance. Beaucoup trop en avance. Héros de film noir, Delon à nouveau court vers sa mort. Il mourra 27 fois à l'écran. Je suis un héros sombre, un héros et sympathique dans la mort, dit-il. Août 68. Dans la campagne de Saint-Tropez, il sourit à la vie. Il se sent parfaitement libre. Dans sa vie privée comme dans sa carrière, tous les chemins sont encore possibles. À Nice, il est venu accueillir la partenaire de son nouveau film. Il a refusé Nathalie Wood, Monica Vitti, et a imposé cette femme au foyer qui vit maintenant retirée à Berlin, Romy Schneider. Dans leur relation, c'est le moment du troisième acte, la rédemption. Alain avait quitté Romy, il lui ouvre les portes d'une grande carrière en France. Romy Schneider, c'est avec beaucoup de joie que nous vous retrouvons sur la Côte d'Azur. Romy Schneider, vous venez tourner un film à Saint-Tropez. C'est retrouvailles avec Alain Delon, un petit peu d'émotion dans la voix peut-être? Oui, oui, oui. Vous êtes heureuse de retrouver Alain Delon? Très. Très. Alain Delon, tout à l'heure vous m'avez dit que vous étiez ému vous aussi en rencontrant... C'est normal, vous trouvez pas? Oui, bien sûr. Vous êtes vous-même ému en tenant ce micro. Pousse la guêpe enculée là. Là, pousse la guêpe là, juste là. Là. Vas-y. C'est à vous, ça va là? Oui. T'es encore où? Non, vas-y, couche-toi, ça tourne en ce moment. Bon. Sur le plateau, ils sont un couple et interprètent des scènes de leur vie passée. Je ne sens rien. C'est comme si j'embrassais un mur, écrit Romy dans son journal. Elle est devenue une autre femme, mais là n'est pas le sujet du film. La vraie vedette, elle le sait, ce n'est pas elle.
Elle n'est qu'un faire-valoir. À 32 ans, la beauté d'Alain est à son apogée. Ce n'est pas un film publicitaire pour une marque de parfum ou une paire de lunettes de soleil. C'est Alain Delon. Physique de rêve, objet de contemplation pour 400 000 spectateurs en exclusivité parisienne. Alain ne doute plus de sa virilité. Il a une parfaite confiance dans sa beauté. Le soir de la première, à Paris, au Balzac, il en fait trop. Il donne le change face aux journalistes. Mais pendant la projection, il a tremblé. L'affaire Markovitch vient d'éclater. Le corps de son secrétaire, Stéphane Markovitch, a été retrouvé dans une décharge, assassiné. Il vivait dans la maison d'Alain Delon. Celui-ci a été mis en garde à vue, interrogé pendant 35 heures. Le voici à nouveau au tribunal de Versailles. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je suis invité à me présenter en qualité de témoin. Je ne viens pas à la première d'un film, il n'y a pas de gala ni de vedette, du moins en ce qui me concerne. Merci. Vous êtes content, hein? Avant de mourir, Markovitch avait envoyé 3 lettres à son frère. Elles accablent Alain Delon et son ami le caïd François Marcantoni. L'affaire est sensationnelle, c'est la curée. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a eu des points de désaccord entre la partie civile et vous-même? Je ne peux pas faire déclaration à ce sujet. Il n'y a aucun élément nouveau à ma connaissance. Allez. Est-ce que vous serez entendu à nouveau par monsieur le juge? Oui, puisque le juge n'a pas pu observer son plan de travail, je vais confronter avec monsieur Marcantoni. Est-ce qu'on a fait allusion à ce document? Est-ce qu'on a fait... Attention, attention à la portière. Le premier Alain Delon, candide, ouvert, confiant, a disparu. L'acteur désormais est un autre. Un homme ombrageux, méfiant, cadenassé, sur le qui-vive, qui sans cesse affronte la menace. Alain est en Belgique, à Bruges, en tournage. Le voici confronté à sa part d'ombre étalée à loisir dans tous les médias. Son goût pour les armes, sa collection de revolvers. Ses amitiés depuis toujours avec les voyous, à Toulon, à Marseille, à Paris, pour être un homme, là encore. Son soutien à François Marcantoni, un vrai truand qui est inculpé du meurtre. Mais cette fois, Delon n'est pas seul. Sur le tournage de Jeff, il se découvre une alliée, indéfectible et pour toujours, Mireille d'Arc, sa nouvelle compagne. Depuis 6 mois, ils vivent une relation secrète. Mireille ne ressemble pas à Nathalie. Alain découvre un autre type de femme. Une femme qui l'accepte tel qu'il est, qui l'écoute et le comprend totalement. Elle n'est pas une dévoreuse, elle est celle dont il a besoin. Jeff a peut-être des raisons. Ses raisons. Leur relation devient publique et Mireille peut dire son bonheur. Même si je ne comprends pas. Mais tout ce que je vais vous dire sur ce film, je suis tellement contente et tellement bien que je vais vous dire toutes les questions que vous allez me poser, je vais vous dire que c'est formidable. Je me sens un peu gênée. De retour devant le juge, il affiche une sérénité toute neuve. Alain, bonjour d'abord.
Est-ce que l'on peut préciser tout de suite que cette nouvelle audition n'est pas une surprise? Absolument pas, non. Il paraît que cela sera très long. Je ne sais pas, ça dépend du juge d'instruction. On dit que monsieur le juge Patard a l'intention de vous poser beaucoup de questions. Eh ben, j'y répondrai. Dans quel état d'esprit venez-vous à cette audition? Très bien. Jamais on ne connaîtra la vérité. Et le président, Georges Pompidou, ne veut plus entendre parler de cette affaire. Ses ennemis y ont mêlé le nom de sa femme. La justice prononcera un non-lieu. À l'écran, dans le clan des Siciliens, le voyou est accueilli, adoubé par 2 autres caïds. Il leur ravit la première place. Traqué par les médias, Delon est soutenu par le public. En 1969, il est la personnalité préférée des Français. Une popularité qui lui permet de se lancer dans un gros coup, à Marseille, une production Alain Delon. Un film de voyous, toujours, mais traité en comédie. L'histoire de Carbone et Spirito, les 2 truands qui, dans les années 30, régnaient sur Marseille. L'histoire surtout des 2 numéros 1 du cinéma français réunis côte à côte. Le ticket fabuleux. Delon l'a rêvé, il le fait. Face à Belmondo, il s'est préparé. Jamais Alain Delon n'aura été aussi musclé. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi, Poli? La boucherie. Ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi? J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Poli. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et ils basculent. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein? Je vais te le faire à pile ou face. Pile? T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi. Le vainqueur, c'est lui. Borsalino est le plus gros succès de l'année. De retour des États-Unis, le reproducteur est escorté des vedettes de son prochain film. Adèle Productions est lancée. À 35 ans, Alain possède l'outil de sa liberté. Il choisit de produire et de jouer une histoire écrite par Mireille d'Arc. Une histoire vraie, celle qu'elle vient de vivre avec lui. Quand elle est entrée dans sa vie, une autre était là. Une Guadeloupéenne, Madly. « Je ne veux pas la quitter. Je l'aime et je t'aime », a-t-il dit à Mireille. Madly, à son tour, a accepté la présence de Mireille. Alain a voulu que les 2 femmes se connaissent. Par amour du même homme, elles se sont aimées. Je pouvais encore partager Alain, et durant 1 an, nous avons vécu comme cela, écrira Mireille. Cet homme aime 2 êtres à la fois, 2 femmes à la fois. Il décide d'aller se promener dans la campagne avec son cheval et de lui dire pourquoi il est heureux. Il lui dit qu'il aime ces 2 femmes, que c'est vrai, ça lui arrive, et qu'elles s'aiment entre elles à cause de lui, et que, de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est quelque chose que, même si cela se termine demain ou après-demain, c'est quelque chose qui lui restera toujours, que personne ne pourra lui prendre. Et que, peu importe ce que diront les gens, diront ceci et cela, mais c'est pas vrai. C'est vrai, c'est beau, c'est pur, c'est sain. Puis Madly est partie vivre avec Jacques Brel. Mireille est restée. Elle est la seule compagne. Elle partage toute la vie d'Alain, celle de l'homme et du producteur. 10 ans après Mélodie en sous-sol, Alain produit Jean Gabin. Sur le tournage, il l'appelle toujours patron. Mais c'est lui maintenant le vrai boss. Le marin de Saïgon qui allait voir Touchez pas au Grisby incarne un rêve impossible. Au seuil de la quarantaine, Alain accélère la cadence. Adèle Productions produira 29 films. Une rage d'entreprendre dans laquelle il cherche maintenant l'accomplissement. Je pars toujours du principe qu'un acteur, aussi sublime soit-il dans un rôle, je ne parle pas pour moi, n'est et ne restera qu'un interprète, mais jamais un créateur. Donc si vous voulez, pour moi, la production, c'est ma forme de création.
Jacques Deray est un créateur, un auteur est un créateur, un dialoguiste est un créateur, un acteur jamais. Personnellement, j'en souffre, j'en ai souffert et j'en souffrirai toujours. En donnant le jour à Monsieur Klein, le producteur devient un vrai créateur, car ce personnage modeste, obscur, perdu dans la nuit de l'occupation, lui doit tout. C'est lui qui a défendu le scénario et a convaincu Joseph Losey de le mettre en scène. Puis l'acteur s'est mis à son service, donnant l'une de ses meilleures interprétations. Enfin, je comprends pas. Qui téléphones-tu? À Monsieur Klein. Encore? Il est pas mort? Non. As-tu trouvé son téléphone? Toujours le même. Il n'a jamais bougé de chez lui. Mis une pancarte à la fenêtre à louer, donné ma carte de visite à la concierge et il rentrait toutes les nuits. Allô, Robert Klein? Qui est à l'appareil? Robert Klein. Ah? Je vous cherchais, moi aussi. Je voulais vous parler. Très bien. Quand? Quand vous voudrez. Tout de suite? Très bien. Où ça? Chez vous. Dans une demi-heure. Vous avez mon adresse? Oui, j'ai votre adresse. C'est bon. Dans une demi-heure, je descends vous ouvrir. Monsieur Klein est un échec commercial et Delon entend d'abord se faire aimer du plus grand nombre. Plus grave encore, s'il est sélectionné pour Cannes, le film ne lui apportera pas le prix d'interprétation dont il rêvait. La blessure est terrible. Il pense que le monde du cinéma est ligué contre lui. L'animal blessé a maintenant son territoire. Une vraie forêt de 58 hectares près de Montargis, où il pense ses plaies, il se relève, il renaît. Un nouveau royaume à Douchy, dont Mireille d'Arc est l'architecte. Elle y a creusé un lac, a aménagé le parc et a fait construire une maison de plain-pied qui abrite leur bonheur. Je veux être l'humble servante d'Alain, proclame-t-elle, mettant sa carrière d'actrice en veilleuse. Elle aime ce qu'il aime, et d'abord ses chiens. Doberman, Malinois, Dog du Tibet. Les 15 à 25 chiens qui sont les autres enfants d'Alain, mais aussi des chiens d'homme, qu'il domine. Il est le chef de meute. Le producteur, lui aussi, devient chef de meute. Il décide de tout. Le scénario, le réalisateur, les acteurs, l'équipe, jusqu'à vouloir dicter sa loi à la météo. C'est le temps qui régit tout et qui commande tout. Sur du parchemin. Alors on est obligé de préparer plusieurs scènes à la fois, dans différents endroits du camp. Vous connaissez Monsieur Defer, Ranier. Bonjour. J'étais en scène. Adèle, Alain Delon Productions, compte 30 employés et chacun est là pour servir le patron. Il ne faut surtout pas me laisser aller. J'ai besoin qu'on me tienne, disait l'acteur 20 ans plus tôt. C'est l'homme au cigare maintenant qui tient tout le monde, impatient de tout régenter. Qu'est-ce que je dis? Ça s'affecte trop vite. Non, trop vite, j'ai changé. Et comment passer les 5 minutes là? Enchaîner très lent sur tes mains. 22 millions là? C'est pour le mois aussi. Congé payé? Congé. 18 millions. Le mois Poubelle. aussi. C'est la fin de semaine ça. C'est plaisant, j'adore signer les chèques libres. Véronique Jeannot a 22 ans. Choisie parmi 250 comédiennes, elle aussi accepte la loi du chef. Véronique a terminé son premier grand film en beauté, comme elle l'a commencé. Vous êtes libre, mademoiselle. Voilà. Ses partenaires sont désormais de toutes jeunes femmes. Fiona Gélin, Sidney Rome, Sylvia Christel, Dalila Di Lazzaro. Les Delonnettes sont d'abord un regard d'admiration. Ils le méritent, car Super Delon ne chipote pas. Il ressuscite les mourants sur le front de guerre. Il arrache le Concorde aux missiles ennemis. Il est le véritable Zorro. Policier, il neutralise à main nue la folie meurtrière.
Anne Parillaud est la nouvelle élue, de l'honnête et heureuse de l'être. C'est quelqu'un qui vous met dans les rails, qui vous donne le chemin, qui vous demande de faire ressentir ce qu'il désire, mais qui vous laisse une entière liberté et qui fait travailler avec votre personnalité. Et je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un qui étouffe et c'est très loin d'être un macho. Le couple qu'ils forment à l'écran révèle sa ressemblance avec Nathalie. Elle est beaucoup plus qu'une simple liaison. Alain brûle d'une nouvelle passion. Mireille d'Arc avait toujours gardé confiance en elle, dans leur lien, dans tout ce qu'ils ont construit ensemble. Mais cette fois, elle a peur. Elle sait qu'en un instant, il est capable de tout détruire. Dans la mesure où je suis un passionné, je brûle mes passions. C'est valable pour les choses que j'entreprends, comme c'est valable sur un plan sentimental, si vous voulez. J'ai aimé des personnes, je les ai aimées pendant un certain temps, passionnément, et puis un jour, la passion s'éteint, et c'est là que vient ce que j'appelle, moi, l'habitude. Et je mène ma vie passionnément. Mireille l'avait choisi. Pendant 13 ans, elle avait tout misé sur la vie avec lui. Nous avons été un couple avec Alain, et nous avons fait rêver beaucoup de gens, c'était porteur. Il lui faudra des années et toute sa foi dans la vie pour lentement se reconstruire. Le regard d'admiration pendant 2 ans sera celui d'Anne Parillaud. Producteur et acteur, Alain devient réalisateur. Il détient le pouvoir absolu, signant 2 films policiers formatés pour son public de toujours. C'est l'avant-première de son premier film, L'heure de vérité pour Alain. Les 3 femmes, Anne Parillaud, Mireille d'Arc, Romy Schneider, soutiennent le héros. Romy a accepté pour Alain. Depuis la mort de son fils, elle ne sort plus et vit errée chez elle. L'année suivante, inconsolable, elle se laisse mourir. Fuyant les photographes, Alain ne s'est pas rendu à l'enterrement. 3 jours plus tôt, il a passé la nuit auprès du corps. Il a fait 3 photos de Romy qu'il garde toujours sur lui dans son portefeuille. Il est empreint d'une tristesse, d'une mélancolie nouvelle, dont il nourrit son personnage dans Un amour de Swann. Il incarne le baron de Charlus au soir de sa vie, sous la direction de Volker Schlöndorff. Notre vie est comme un atelier d'artiste, rempli d'ébauches délaissées. Nous sacrifions tout à des fantômes qui s'évanouissent, un après l'autre. Nous sommes infidèles à nos ambitions, à nos rêves. À nos amis? L'amitié est très peu de choses. Et ceux qui méprisent l'amitié peuvent être les meilleurs amis du monde. Charlus est invaincu. Il rejoint l'autre galerie des personnages de Delon, celle des perdants, des victimes, des zombies. Le professeur, tourné en Italie 10 ans plus tôt. Un enseignant, un amoureux conduit par son élève, qui se détruit. Robert Avranches, le garagiste de notre histoire qu'a voulu Bertrand Blier. Un paumé lui aussi, réfugié dans l'alcool. Il fallait lui faire jouer un anti-Delon, un anti-héros, un mec détruit. Il fallait en faire une espèce de serpillière vivante, quoi, imbibé d'alcool. Les Italiens sont descendus en 2 fois. Ah, c'est pas mal, parce que ça fait un double effet. C'est un double effet de désastre. Il y avait une certaine appréhension parce que
La légende de Delon, je la connaissais, évidemment. J'avais pris des renseignements pendant des années sur lui. Je savais exactement comment il était. Bon, plus vite on l'a fait, plus vite ça sera fini, hein. S'il joue un vaincu à l'écran, il reste un guerrier sur le plateau. Comment dompter un tel fauve? Donc il faut regarder la bibliothèque tombée. Nombreux sont les réalisateurs qui, refusant l'empoignade, ont été balayés. Pas un évanouissement. Non, pas un évanouissement comique, mais Ça, j'aurais jamais pensé à faire un évanouissement. Et Bertrand Blier détient un atout maître. Il a écrit le scénario et Delon respecte toujours les auteurs. C'est un homme qui adore jouer la comédie, qui adore avoir du dialogue, qui adore savoir le texte par cœur, et qui adore faire des prises et répéter. Et plus on lui demande des choses, plus il est content. Et en même temps, avec une intelligence, évidemment, une expérience du cinéma inégalable. Tête, tu donnes le côté dans les couilles. Que j'ai le temps de faire... Ouh, c'est ça qui m'a manqué, vous voyez ce que je veux dire? Blanc. Là, il y a eu une espèce de bing boom. C'est cheap. C'était cheap, c'était mou. Tu vois, acte marque le plus. Plah. Ouh. Tu vois, reste un poil de plus, je crois. Ça sera pour l'impact. Et c'est ça qui a donné l'espèce de mollesse. Notre histoire ne connaîtra pas le succès. Le grand public ne suit pas son héros dans sa pente destructrice. Tandis que le monde du cinéma, cette fois, consacre l'acteur capable de prendre de tels risques. Le gagnant est Alain Delon pour Notre Histoire. Le César du meilleur acteur, enfin. La reconnaissance du métier et en même temps la renaissance de l'homme avec un nouvel amour. Rosalie, un mannequin hollandais de 22 ans qu'il a aimé au premier regard. Elle aussi ressemble à Nathalie. À l'imbrûle d'une nouvelle passion, Rosalie partage sa vie. Elle lui donne une fille, puis un fils. Au seuil de la soixantaine, ils fondent une nouvelle famille. La solitude n'est donc pas une fatalité. La malédiction de l'enfance, celle de l'enfant abandonné, peut encore être vaincue. Dans les années 90, il poursuit sa deuxième vie, celle d'entrepreneur de sa beauté. Car sa beauté est une marque qu'il exploite à travers une série de produits. Une ligne de prêt-à-porter, des meubles, des lunettes, des montres Alain Delon, du cognac, du champagne, du parfum, des cigarettes Alain Delon, de beaux produits diffusés à travers le monde. Quand l'acteur revient sur le terrain, il s'aperçoit que sa guerre est finie. Alain Delon est une affiche du passé. L'histoire du cinéma se fait sans lui désormais. Bonjour. J'ai appris que Monsieur Cinéma était souffrant. Alors je suis venu lui présenter mes hommages. J'ai pas pu prévenir. Il est devenu une légende, une beauté vintage, un musée qu'on visite. Ni la télévision. Mais nous avons votre visite. Je me permets de vous déclamer mon admiration éperdue. Vous êtes celui que je préfère. Préfère? Parmi les vedettes, les étoiles du cinéma, vous êtes une constellation à vous tout seul. Le nec plus ultra. Merci. Puis-je voir votre maître? Vous savez, très souvent, j'hésite à rester au service de Monsieur Cinéma. Sa santé et plus encore ses humeurs sont précaires. Mais... puis-je vous faire une confidence? Voilà, alors, je vous l'avoue, je me suis toujours dit que je resterai au service de Monsieur Cinéma, au moins jusqu'au jour où je verrai Monsieur Delon. C'est mon idole. Sa légende est plus forte encore à l'étranger. En Russie, il est l'acteur français le plus célèbre. Au Japon, il a la nature d'un demi-dieu. En Chine, il est une idole que 20 000 personnes viennent acclamer dans un stade. Je crois il est le plus célèbre vedette du monde. Alain!
C'est moi, Dominique. Qui le demande? C'est moi, Dominique, mais... Oh, tu viens d'où comme ça? Alain Delon vient de la salle de bain, où il a donné du plaisir au jacuzzi, qui faisait des petites bulles en l'honneur d'Alain Delon. Alain, t'es à un niveau maintenant. Une chaise à porteur, c'est une idée magnifique. Oui, Alain Delon ne s'abaisse plus à marcher. Alain Delon n'est pas un piéton. Il vole au-dessus de la foule qui l'acclame. Le voilà. C'est ici que ça se passe. Monsieur Alain Delon. Le public l'a toujours connu. Il fait partie de la vie des Français. Alain, où vous allez? On est là. Alain, on est là où vous allez. Votre public. Mais qui est Alain Delon? La caricature des Guignols? Une star imbue d'elle-même, ivre de vanité, du haut de ses 87 films? La réponse, il la donne à la fin, lors de ses adieux au cinéma. César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avez-moi. Mais alors, s'il se moque de lui-même, s'il n'est pas dupe de sa légende, qui est vraiment Alain Delon? César est immortel. Pour longtemps. Il est fou. Attendez, c'est ma fille de regarder. Regardez. Un César, ou bien un petit garçon, qui au terme de sa carrière n'en revient toujours pas d'avoir incarné un tel personnage, Alain Delon. C'est un accident ce que je suis. Alors il faut que je l'assume. J'ai été placé sur une orbite, il faut que j'y reste et que j'y sois. Et puis après, on est entraîné par là. On est entraîné dans cette comète, on est entraîné dans cette folie, et puis d'un seul coup, on vous met une étiquette et vous êtes Delon. Et vous êtes obligé de continuer à l'être, et il faut le jouer, il faut l'être, il faut le rester et le demeurer. Parce qu'ils le veulent, parce que vous le voulez aussi un peu, et puis parce que c'est la loi. Mais c'est un jeu. C'est là que Delon perd ses repères. Parce que je ne sais plus très bien où j'en suis, parce qu'il ne sait plus très bien où il en est, parce que arrive un moment où ça le dépasse, que la machine le dépasse, il faut qu'il court pour rattraper la machine et pour dépasser la machine, alors que dans le fond, il est quoi? Il est celui qui était à Fresnes. Il a toujours été, il sera toujours celui qui était à Fresnes. À Fresnes, le petit garçon vivait seul, coupé du monde, derrière les hauts murs de la prison. À Douchy, un mur d'enceinte protège également son territoire. Il ceinture un monde clos, tel que l'a souhaité Alain Delon. Rosalie est partie. Alain a brûlé sa dernière passion. Il reste fidèle à celui qu'il a toujours été, le garçon abandonné. Il vit à l'abri avec ses chiens, les vrais compagnons de toute sa vie. Jamais ils ne lui ont menti, ne l'ont abandonné. Un par un, il les a pleurés, enterrés. 35 tombes de chiens, près desquelles il a fait dresser sa chapelle, pour y être enterré à son tour. L'acteur à Douchy peut être seul. Il a tant de souvenirs. Ceux d'une époque merveilleuse, quand il enchantait le monde. C'est qu'improviser comme tout le monde. Alors pour tout le monde, dehors. Merci, merci à tous, merci, merci. Ce verre où je mets mon amitié, je veux le boire à votre santé.
Amis, je vous demande en retour de me garder la vôtre toujours.